Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Étienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, cette semaine, une fois de plus, l'actualité reste dominée par la révision constitutionnelle annoncée et à venir. Et la conférence épiscopale du Congo, la CENCO en sigle, a réaffirmé son opposition à la modification de l'article 220 de la Constitution. Je rappelle que cet article interdit notamment de modifier l'article fixant les nombres et les mandats du président de la République. Monsieur Mbelou, pourquoi, selon vous, les évêques reviennent à la charge en ces moments précis sur cette question? C'est en écoutant Monseigneur Rigolin Ambongo que l'on comprend pourquoi ils reviennent sur cette question de la révision constitutionnelle. Ils se rendent compte que les partis politiques ayant milité pour cette révision constitutionnelle, ils reviennent constamment, ils y tiennent, et nos évêques ne voudraient pas que le peuple congolais puisse être pris au dépourvu. C'est ainsi que, par mesure de prudence, ils ont écrit une lettre pastorale aux chrétiens catholiques congolais et aux hommes et aux femmes de bonne volonté pour qu'ils puissent être attentifs à cette question, et ils ont même demandé aux curés de l'Église catholique de pouvoir voir dans quelle mesure, avec les catéchistes, ils peuvent organiser une sensibilisation au niveau des communautés ecclésiales vivantes de base et aux autres lieux où les chrétiens peuvent être rencontrés dans la compagnie des hommes et des femmes de bonne volonté. D'ailleurs, l'opposition politique congolaise a pris au bon cette invitation pour dire qu'elle était prête à pouvoir rejoindre ses compatriotes dans ces lieux que les curés pourraient créer pour pouvoir échanger sur cette question qui semble mobiliser l'opinion nationale de l'heure. Oui, effectivement, c'est depuis Rome, en Italie, et c'est dans un message adressé aux fidèles, dans un message intitulé adressé aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne et femmes de bonne volonté en RDC. Et ce message a été publié à Rome, là où ils se sont réunis, et ils estiment que cet article pose les bases de la stabilité du pays et de l'équilibre des pouvoirs dans les institutions. Et pour la CENCO, modifier l'article 220 serait faire marche arrière sur les chemins de la construction de notre démocratie et compromettre gravement l'avenir harmonieux de la nation. Monsieur Mbelou, pourquoi le besoin de publier un deuxième message, puisque je rappelle qu'au mois de juin dernier, l'Église, la CENCO s'était déjà exprimée sur cette question. Est-ce que ce n'est pas un peu de l'acharnement? Non, ce n'est pas de l'acharnement. Quand les évêques, en tant que membres de la société civile, se rendent compte qu'il y a une question qui revient régulièrement sur la scène politique et dans l'espace public, ils peuvent, en tant que corps, en tant que leadership spirituel et citoyenne, émettre un point de vue, ne fût-ce que pour attirer davantage l'attention de la population sur les enjeux de l'heure. Et ce qui m'a paru être important dans ce message, c'est que nos pères les évêques se présentent comme étant les hommes d'espérance. Cela est très important dans un pays où toute espérance semble être bouchée. Qu'il y ait des évêques qui se lèvent pour dire un message prophétique qui est un peu différent de celui qu'ils avaient lancé il y a quelque temps, parce que celui-ci va vers une application pratique. Hein. L'invitation qu'ils ont lancée aux curés et aux catéchistes, c'est une façon de pouvoir mettre en pratique le message qu'ils avaient déjà lancé dans le texte intitulé Protégeons notre nation.
Même si il y a encore à redire sur cette invitation, parce que il ne suffit pas de dire que les curés et les catéchistes doivent pouvoir propager le message. Encore faudrait-il trouver les moyens de pouvoir assurer le suivi et la propagation de ce message, mais aussi les moyens de pouvoir évaluer ce que ce message contient et la façon dont il pourra être mis en application. Très bien. Interrogé, hein, les premiers secrétaires généraux adjoints de la SENCO, Donatien Cholet, interrogé sur la question, lui, il a dit qu'il ne s'agissait pas d'un acharnement, mais lorsque la SENCO invite les curés et les catéchistes à sensibiliser les chrétiens pour qu'ils s'engagent, hein, à protéger la nation contre toute tentative des modifications de l'article 220. Monsieur Mbelou, n'est-ce pas là engager un bras de fer avec les régimes dont l'issue risque de ne pas être favorable à l'Église, hein, connaissant notamment les clivages politiques qu'il y a au sein même de cette Église? Je Oui, m'excuse, oui, c'est vrai, il y a des je clivages politiques. rigolais un peu. Euh, vous savez, l'Église catholique, bon, en tant qu'institution, euh, a commis ses erreurs historiques. Mais si nous partons du fondateur de l'Église, Jésus, il n'a jamais eu peur de soutenir les positions qui allaient dans le sens de la protection des faibles et des exclus. Hein, si vous lisez Matthieu 27, verset 26, peut-être 28 si je ne m'abuse pas, euh, l'évangéliste écrit qu'il a été tué par jalousie, assassiné par jalousie. Jésus ne meurt pas de sa bonne mort dans son lit. Il meurt dans un bras de fer avec le pouvoir du jour qui voulait avilir, abrutir, anéantir la dignité humaine et surtout la dignité de pauvres et de faibles. Si vous êtes attentif à ce que notre pape est en train de faire ces jours-ci, vous pouvez suivre l'un de ces messages qu'il a lancé au sujet de la guerre en disant que la guerre est une folie. Et pas plus tard qu'hier, en Albanie, il a fustigé les idéologies qui manipulent le recours à Dieu pour pouvoir avilir l'homme, pour pouvoir anéantir l'homme, pour pouvoir abrutir l'homme. Tous ces messages-là, et quand vous lisez son exhortation intitulée La joie de l'évangile, vous avez des passages très clairs qui vous disent ceci, là où la paix et la dignité humaine sont menacées, une parole prophétique est nécessaire. Et c'est à peu près la même chose que Monseigneur Ambongo dit quand il est interrogé sur cette lettre épiscopale par la radio France Internationale. Donc c'est pour vous dire que le bras de fer ne devrait pas faire peur aux évêques, aux chrétiens, aux prêtres et aux autres hommes et femmes de bonne volonté. Pourquoi? Le bras de fer qui serait engagé dans le cas précis signifierait laisser tout un peuple être colonisé par un groupe de compatriotes et de proxys étrangers qui estiment que la politique au Congo est une question de survie et d'exercice de l'instinct de conservation. Et quand vous lisez les réponses de Monseigneur Ambongo à la radio RFI, vous vous rendez compte qu'il fait allusion même à notre histoire. Souvent, quand on s'en prend aux évêques et aux autres prêtres de l'Église catholique congolaise, il y a, me semble-t-il, quelque chose qu'on oublie. Ces messieurs-là, pour la plupart, ont étudié et ont bien étudié. Pour la plupart, je dis bien, ces messieurs-là ont approfondi certaines questions
liés à la promotion de la dignité humaine. La plupart ont des grands diplômes d'université. Ce ne sont pas des citoyens comme ça qui se réveillent un matin et qui prennent des décisions au hasard. Je dis. Oui, oui. Monsieur Mbelo, vous nous parlez de Jésus, mais c'est lui qui préside à la Commission nationale des élections, l'abbé Apollinaire Malumalu. C'est un membre éminent de l'Église au Congo et sa proximité avec le régime de Kabila n'est plus à démontrer. Oui, mais je vous parle de Jésus. Malumalu n'est pas Jésus. Et n'oubliez pas que dans la compagnie de Jésus, il y a eu des traîtres. Chaque fois que s'élève au cœur d'une église des hommes et des femmes qui refusent, au nom de leurs intérêts personnels, de défendre la dignité du petit, du pauvre, du marginalisé, du laissé pour compte, au nom de leurs intérêts personnels, ils sont assimilables à Judas. Ils sont assimilables à tous ces messieurs et toutes ces dames qui ont crié à l'endroit de Jésus qu'il soit crucifié. Donc, nos intérêts personnels peuvent à un certain moment crucifier l'homme. Et on devrait être attentif à cela. Ce n'est pas parce qu'on est prêtre, ce n'est pas parce qu'on est évêque, ce n'est pas parce qu'on est chrétien que la défense du pauvre, du marginalisé, du laissé pour compte rentre automatiquement dans ses vues et dans sa façon d'appréhender le monde. Encore faudrait-il qu'au niveau personnel, une certaine conversion ait eu lieu pour savoir que l'engagement de Jésus, en qui tout ce beau monde croit, a une dimension prophétique qui ne doit jamais être crucifiée, qui ne doit jamais être négligée. Donc, vous m'avez cité Malumalu. Vous pouvez peut-être me citer Mbelou demain, si en tant que chrétien et prêtre, je marche en marge de la ligne tracée par notre Seigneur. Mais cela ne devrait pas du tout gauchir le message fondamental de l'évangélique, qui est le message de l'amour, le message de la solidarité, de la fraternité universelle, mais surtout un message où les petits et les laissés pour compte font l'objet d'un amour de prédilection de Dieu. Donc, nos trahisons ne doivent pas gauchir ce message-là. Ce message-là me semble être fondamental. Et il rejoint le message de la gestion du pouvoir, par exemple, en Afrique traditionnelle. Un chef en Afrique traditionnelle, c'est celui qui était capable de pouvoir assurer un pouvoir qui garantisse le bien-être de tout son peuple, de Muntouambende, comme on le dirait dans ma langue traditionnelle. C'est ainsi que, dans la gestion du pouvoir traditionnel, ne fût-ce que dans ma langue, on disait Mukalenga batuma mufinga bantu, kata mufinga sona. Donc, le Ubuntu, le Bomoto, nous contraint aujourd'hui à pouvoir revisiter cette culture qui nous incite à croire qu'être chef, c'est d'abord être au service des plus petits, que ce soit dans l'Église ou dans la société civile et politique. Très bien, les évêques catholiques ont annoncé également qu'ils suspendaient leur participation au comité d'intégrité et de médiation électorale. Cette structure a été créée par les confessions religieuses et la CENI. Elle est un cadre d'échange et d'informations électorales, des dialogues permanents qui visent à gérer par la médiation les tensions électorales avant, pendant et après les élections. Voilà qui est dit. Monsieur Mbelou, est-ce là un geste suffisamment fort pour faire passer un message de fermeté? C'est un geste dont on devrait tenir compte. Et n'oublions pas que nos évêques sont conseillers. Ils doivent s'être rendus compte que travailler à cet organisme-là pouvait à un certain moment constituer un blanc-seing donné à la commission dite électorale nationale indépendante. C'est ainsi qu'ils ont pu avoir
une approche souple de cette commission, tout en laissant à la commission justice et paix le soin de pouvoir entretenir ses relations avec les différents organismes impliqués dans l'organisation des élections au Congo. Ils ont pris leur distance parce que les orientations de la commission électorale nationale dite indépendante, à un certain moment, ne paraissent pas très claires. Pour preuve, vous avez appris comme moi, à travers le message qui a été livré hier par les partis politiques de l'opposition, pour preuve, ils demandent le retrait des membres, de leurs membres de cette institution. Et si vous suivez leur message, je crois vous avoir envoyé la vidéo, quand vous écoutez Sami Badibanga, non, quand vous écoutez Jean-Claude Vwemba après Sami Badibanga, il vous dit en des termes très clairs ce qui se passe avec le responsable de cette commission électorale nationale dite indépendante. C'est pour vous dire, monsieur Étienne Ngandou, qu'au jour d'aujourd'hui, malgré leurs limites, les Congolais sont très éveillés. Il n'y a pas que les évêques. Quand vous écoutez les parlementaires debout aujourd'hui, quand vous écoutez les différentes organisations de la société civile, vous sentez que petit à petit, les Congolais sont en train de se mettre debout pour pouvoir fermer la parenthèse qui a été ouverte avec la guerre de l'AFDL, cette guerre de basse intensité orchestrée par les maîtres du monde et leurs proxys. Donc il y a quelque chose qui est en train de se jouer, même si cela doit pouvoir se peaufiner de manière assez profonde à partir de certaines suggestions que les compatriotes sont en train de faire. Je vois par exemple les interventions de l'abbé Mugaruka et de l'abbé José Mpundu à la dernière réflexion organisée par Jonas Chombela, coordinateur de la nouvelle société civile. Il y a des choses qui sont en train de se faire et se dire. Question que une organisation congolaise digne de ce nom se mette en place pour pouvoir capitaliser toutes ces réflexions qui sont en train d'être faites autour de l'enjeu congolais qui dépasse de loin l'enjeu de la révision constitutionnelle. Le gouvernement congolais n'a pas tardé à réagir par la voix de son porte-parole Lambert Mende, qui a accusé la SENCO d'inventer la controverse, et il a affirmé notamment ceci: nous doutons de la bonne foi des évêques lorsqu'ils inventent une controverse autour d'une initiative de l'article 220 qui n'existe pas. Monsieur Mbelou, cette sortie de Lambert Mende ne cache-t-elle pas un certain flottement du régime sur la manière pour lui de mener cette révision, puisque l'on a parlé également d'une possibilité de réécrire totalement la Constitution pour passer à la 4e République? Je m'excuse. Vous savez, et je vous renvoie encore une fois à l'interview que le monseigneur Ambongo a donnée à RFI. Notre compatriote, nous ne devons pas perdre de vue que Mendes, c'est notre compatriote. Notre compatriote est en train de se fourvoyer parce qu'il a quelques éléments de langage auxquels il recourt pour nous distraire. Le 25 août, à Kingagati, des décisions ont été prises. Quand vous lisez les textes que les amis qui étaient à cette rencontre nous ont envoyés, il est bien dit que la majorité présidentielle a fait de la révision. Elle ne parle même pas de la révision constitutionnelle. Elle parle de sa survie politique. Elle parle de l'exercice de son instinct de conservation. Donc, vous ne pouvez pas. Donc, et quand vous les écoutez, quand vous les avez écoutés à partir de Kingagati, ils vous disent le problème n'est pas que la Constitution soit revue ou pas. Notre problème, c'est notre survie. C'est une question de l'exercice de notre instinct de conservation.
Et l'autorité morale de la majorité présidentielle vous dit clairement qu'elle n'a plus confiance en la fameuse opposition tournée vers la vengeance. Alors quand notre compatriote après se met à s'attaquer à X, Y, il peut s'attaquer aux évêques, il va s'attaquer à d'autres compatriotes demain, c'est un jeu inutile. C'est signe qu'il prend des Congolais pour des imbéciles. Nous avons lu le compte rendu de ce qu'il y a eu à Kingagati. Les évêques n'inventent rien. Ce qu'au fond les évêques, c'est quoi? C'est exercer leur vigilance, inviter nos populations à la vigilance. Et pourtant, le débat sur cette question date d'il y a plus de 3 4 mois, au point de constituer ce que j'ai appelé, dans l'une des émissions que j'ai eues avec vous, une distraction. Parce qu'aujourd'hui, regardez, qui contrôle la logistique de notre armée? Ces messieurs-là nous distraient avec le débat sur la Constitution pendant qu'ils constituent une armée parallèle, une armée rwandophone parallèle qui contrôle la logistique de l'armée congolaise. Voilà pourquoi, à un certain moment, il y a même envie de dire que nos compatriotes qui s'abîment dans ce débat-là participent de la distraction orchestrée par ceux qui ont fait de la révision constitutionnelle une question de survie et d'exercice de leur instinct de conservation. Donc, vous savez, si les compatriotes congolais ne font pas très attention, quand ce débat prendra fin, le Congo va se retrouver balkanisé, il aura implosé et il n'y aura plus de sujet de débat. D'où il est important de tenir compte de ce que j'ai vu dans l'intervention de l'abbé José Mpundu à cette rencontre organisée par la nouvelle société civile congolaise, que les forces sociales et politiques congolaises qui tiennent à voir demain émerger dans ce pays-là un autre Congo, commencent à comprendre qu'ils doivent aller vers nos populations de la base pour faire quoi? Mettre sur pied une vision commune du Congo que nous voulons demain. Faire un portrait robot des personnes qui peuvent porter cette vision et se poser la question de savoir qui sont ces personnes. Réfléchir sur nos ressources de financement propres pour sortir de la situation de main tendue vers l'étranger. Voilà les 3 pistes proposées par l'abbé José Mpundu qui devraient faire partie des luttes à venir du peuple congolais. Si les forces sociales et politiques congolaises peuvent rejoindre les communautés ecclésiales vivantes de base et d'autres lieux de rencontre à la base de notre pays pour un projet sociétal participatif, il est temps qu'ils commencent à faire cela. Demain risque d'être tard. Les dernières mises en place au sein de l'armée ne semblent pas être un phénomène du hasard. Hein. Monsieur Mbelou, est-ce que les fonds du problème n'est-il pas celui du refus de l'alternance du régime de Joseph Kabila? Parce que sans doute se dit-il que si demain alternance il y aura une vengeance. On sait que le régime a commis énormément de crimes et d'assassinats politiques. Ne serait-il pas intéressant pour l'opposition d'apporter des garanties sous forme d'immunité, par exemple, au cas où il y aurait alternance du pouvoir? Mais vous dites très bien que le problème est celui de la peur. Mais moi, je ne dirais pas la peur de l'alternance. Je dirais tout simplement la peur de l'alternative. Et parce que jusque-là, toutes les flèches sont concentrées sur une marionnette.
Et c'est triste. La Kabylie joue le rôle de marionnette, sans plus. Les acteurs majeurs de la tragédie congolaise opèrent dans l'ombre. Et si j'ai eu recours à ces recommandations faites par l'abbé José Mpundu, c'est pour que nous voyions comment, avec nos populations de la base, trouver une alternative crédible au système actuel qui a promu, qui a mis sur le devant de la scène des marionnettes. Si vous passez tout votre temps à vous attaquer aux marionnettes, vous n'en aurez pas suffisamment pour créer une alternative crédible. Et le malheur, vous le lirez peut-être dans le petit article que je venais de vous envoyer il n'y a pas très longtemps, c'est que les membres du statu quo ont aussi infiltré les forces sociales et politiques du Congo qui cherchent à réfléchir, entre autres, sur ces questions que je viens d'énumérer à partir du texte de l'abbé José Mpundu. Donc, notre tragédie risque de durer. Pourquoi? Parce que ce que nous estimons être les acteurs politiques sont infiltrés par plusieurs forces du statu quo qui parlent de plus en plus d'alternance et non d'alternative. Or, ce dont le Congo a besoin demain, c'est d'une alternative conçue à peu près dans le sens de ce que l'abbé José Mpundu propose, des rencontres avec les populations de la base pour définir une vision commune du Congo que nous voulons demain, dresser un porteur robot des personnes qui doivent porter cette vision et examiner les moyens dont nous disposons pour pouvoir mettre cette vision en pratique. Il ne sert à rien de dire nous voulons un Congo libre et souverain demain et de dire après voilà que les partenaires extérieurs nous donnent leur argent pour organiser nos olives. C'est enfantin, c'est de l'infantilisme. Il y a plusieurs pays. L'Écosse a organisé dernièrement son référendum. Est-ce que l'Écosse a tendu la main à l'extérieur pour qu'on lui donne de l'argent afin qu'elle puisse répondre à ces questions de souveraineté? Non. Non. Voilà pourquoi il y a des ruptures à faire et des ruptures sérieuses. Et à voir comment évolue la fameuse classe politique actuelle, l'impression est que elle a un discours cohérent, mais un discours qui se limite aux épiphénomènes. Très bien, avançons. Un mot sur Joseph Kabila, hein, qui, comme à son habitude, observe un grand silence sur ces sujets. Et Lambert Mende a estimé que Joseph Kabila n'avait pas à se prononcer puisque le problème de la modification de l'article 220 de la Constitution ne se pose pas. Hein, il a affirmé notamment ceci: le président de la République n'a pas été élu pour polémiquer avec des gens de mauvaises intentions qui amènent sur la place publique des sujets de débat qui ne sont pas de ce temps. Monsieur Mbelou, que dire de tout cela lorsque d'autres responsables politiques se sont déjà prononcés, par exemple comme Léon Kengo Adondo, qui s'est dit lui opposé à la démarche de la révision de la Constitution? Vous savez, je veux peut-être vous étonner. Nous limiter à Joseph Kabila, c'est gaspiller notre temps. C'est inutile. Il faudrait que nous soyons de plus en plus nombreux à comprendre cela. Joseph Kabila n'est pas le maître du jeu qui se mène au Congo. Le Congo est au cœur des enjeux historiques, économiques et politiques que Joseph Kabila ne peut pas maîtriser. Je m'excuse. On donne trop de poids à ce jeune homme en croyant qu'il est capable de maîtriser les enjeux du Congo. Non, il peut gonfler, il peut donner l'impression, mais il ne peut pas, il ne peut pas. Il y a eu même un texte de la MONUSCO d'hier ou avant-hier qui dit ceci, même si je ne suis pas d'accord avec ses orientations majeures.
le Congo a besoin d'un président fort et légitime. Comme pour dire, ce jeune homme-là n'est pas légitime. On n'arrive pas à lire certains textes en profondeur. Même eux, qui nous l'ont imposé de l'extérieur, sentent que c'est un jeune homme faible. Il est faible mentalement, psychologiquement, moralement, intellectuellement. On devrait, en principe, on ne devrait pas en faire l'objet du débat. Si les professeurs d'université comme les Bochab et les autres sont incapables de tenir tête devant un monsieur comme Mbata pour débattre des questions sérieuses du pays, qu'est-ce que Kabila peut faire? Nous avons gaspillé trop de temps en donnant trop d'importance à ce jeune homme. Je ne dirais pas qu'il est innocent, mais les enjeux au cœur duquel il œuvre le dépassent de loin. On devrait, en certains moments, mettre ce monsieur-là entre parenthèses et discuter entre hommes sérieux. Je préfère encore, si je l'avais en face de moi, discuter avec Mende que de discuter avec Kabila. Kabila ne représente absolument rien. Il a accumulé un peu de sous, comme tout comprador peut faire. Mais il ne signifie absolument rien. Rien. Qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il connaît des enjeux actuels du monde? Absolument. On peut lui donner des petites informations à gauche, à droite, mais il ne les maîtrise pas. Il ne maîtrise pas les véritables enjeux au cœur desquels le Congo se situe aujourd'hui. Donc, on gaspille trop de temps, trop d'énergie à le prendre comme cible. C'est vrai qu'à un certain moment, comme participant à la mort du Congo, il serait intéressant qu'on débatte sur lui. Mais c'est inutile. Il faut voir les choses beaucoup plus il faut aller un peu plus en profondeur. Il s'agit beaucoup plus de changer à la fois le système et les hommes qui l'alimentent. Mais il n'est pas l'unique homme qui alimente le système actuel. Mende n'est pas Kabila. Le type là, le professeur là, Kinkei Moulumba, n'est pas Kabila. Vous avez tout un groupe de Congolais autour de ce monsieur qui disent des choses, qui fomentent des coups. Claude Machala n'est pas Kabila. Je cite tous ces noms pour que demain on ne dise pas que le pouvoir a été géré par les Katangais. Tous ces gens-là ne sont pas des Katangais. Nous avons aujourd'hui un groupe de compatriotes qui a juré de pouvoir vivre en mangeant et pas en réfléchissant. Et ce groupe de compatriotes n'a rien à voir avec l'avenir du Congo en général. Mais pour revenir à votre question, on devrait, nous et les autres Congolais qui ont envie de réfléchir, mettre Joseph Kabila entre parenthèses, chercher comment trouver une alternative crédible au système que lui et ses amis alimentent. Ça, c'est d'un. De deux, Kengo, j'ai rigolé quand j'ai vu les compatriotes en train d'applaudir ce monsieur-là. Il y a une tradition qui est en train de se créer au Congo, c'est que quand hier on a servi les tueurs à gages économiques du Congo comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, et qu'aujourd'hui on tient un beau discours pour dire qu'on ne doit pas revoir l'article 220, on est applaudi. J'ai dit, mais mon Dieu, nous sommes un peu foutus. Mais c'est l'un des acteurs de la mort du Congo, c'est Kengo Adondo. C'est avec Kengo Adondo que les mesures d'austérité aujourd'hui décriées partout en Europe ont été appliquées au Congo. C'est avec Kengo Adondo que le Congo détruit a dû accueillir les balkanisateurs comme étant des sauveurs. Mais voilà que les Congolais ont oublié tout ça. Ils applaudissent un discours. Mais combien de discours ce monsieur-là a-t-il déjà tenu? Est-ce qu'il a tenu, il a respecté ses discours? Donc demain on dira, oh mais tu sais qu'il avait travaillé avec Mobutu, mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas applaudir Kengo même s'il est... Mais on est en train de se fourvoyer en oubliant l'histoire, en oubliant le rôle que certains d'entre nous
ont joué pour mettre ce pays-là à terre et on applaudit. Donc il suffit demain, quand Mende ne sera plus du camp de la Kabylie, il va tenir des discours que nous allons encore applaudir en disant qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Non, il faut arrêter avec ce jeu-là et dire oui. Oui, oui, allez-y, finissez. Et il faut arrêter avec ce jeu-là et dire il y a parmi les compatriotes et leurs amis étrangers des gens qui ont compromis l'avenir du pays en participant à un système de la mort. Il faudrait que ces gens-là, à un certain moment, puissent être mis à l'écart et que petit à petit se mettent sur place, sur pied, un système alternatif, avec des imaginaires alternatifs, pas avec les imaginaires des applaudisseurs, des amis des tueurs à gages économiques du Congo. Non, non. Il y a des ruptures profondes à faire au sein de nos imaginaires et l'avenir du Congo en dépend. Très bien, pour finir, un mot sur la libération du pasteur Coutinho Fernando, intervenu par grâce présidentielle, hein, sollicité par son avocat, semble-t-il. C'est l'information que lui-même a livrée à la presse. Monsieur Mbelou, c'est un homme à la santé visiblement diminuée que nous avons vu quitter la prison de Makala après près de 8 ans de détention. Qu'est-ce que cela vous a-t-il inspiré? J'ai assisté à mon humble avis à un théâtre. Et à un théâtre de mauvais goût. On garde un compatriote injustement en prison, on le tue à petit feu, et quand on se rend compte qu'il n'est plus capable de pouvoir se soigner par lui-même, on le relâche. Et ce qui est arrivé à Coutinho est le symbole de ce qui est arrivé au Congo, de ce qui est en train d'arriver au Congo. Le Congo est en train d'être tué à petit feu de l'intérieur avec la complicité de ses fils et filles. Demain, quand ce pays aura implosé en des petits États non gérables, on dira, vous voyez, c'est comme ça les Congolais, les incapables. Moussala na bango kaka, comme la Masanga, Kolala na Bassi, ce sont Kobina, ce sont des BMW. Donc, le fait que Coutinho soit mis dehors devrait nous interpeller parce que cela ressemble à ce qui est en train d'être imposé au Congo sous la tutelle de l'ONU, sous les forces d'occupation internes et externes. Et demain, si nous n'y prenons garde, nous risquons d'être désagréablement surpris. Très bien, merci beaucoup Monsieur Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien Monsieur Etienne Ngandou et à la semaine prochaine.